Oui, bonjour, je suis Ibrahim El Ali. Je me demande si, quand ils se sont assis, Truman et Staline, sur la table pour nous penser l'Europe, est-ce que l'un ne s'est pas dit, euh, nous, on va envahir l'Europe avec notre dollar et notre Bretton Woods, et l'autre a répondu, oui, nous, on va envahir l'Europe avec notre gaz et notre énergie. Donc, depuis que le mur de Berlin est tombé, nous, on n'a pas repensé l'Europe en tant qu'Europe politique vraiment. Le mur de Berlin est tombé, on a renforcé nos relations avec l'OTAN, on les a franchement renforcées, mais est-ce que l'Europe ne gagnerait pas à être là entre les États-Unis, amis, frères? Le paradoxe, c'est que c'est nos protecteurs et notre principal concurrent commerciaux. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à renforcer aussi nos relations avec la Russie? Vaste continent, réservoir matières premières énorme, 140 millions d'habitants. Où c'est l'Europe qui sera là, ou ce sera la Chine dans 20, 30 ans? Ça, pour moi, c'est une logique. 140 millions d'habitants, démographie vieillissante, il y a vraiment des potentiels pour les entreprises. Mais ce potentiel, il pose un problème, un paradoxe, c'est qu'il faut que l'Europe soit une puissance. Alors certainement que les deux qui sont assis sur la chaise, ils ont pensé, ils se sont dit, on va en faire une Europe un marché et non une puissance. Alors que l'Europe, de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, ailleurs, a tellement suscité d'espoir. Si ici les citoyens ne rêvent plus d'Europe, partout au monde on rêve d'Europe. Cette Europe humanisme, cette Europe de Victor Hugo, on le rêve comme un stabilisateur un peu. Ensuite, je voudrais parler d'un problème qui me semble vraiment important. C'est un autre paradoxe entre l'Europe qui décide la plupart des choses et le pouvoir politique dans les différents États qui se soucie plus d'un pouvoir électoral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication vraiment qui est transférée par les gouvernants. Et ça, c'est un paradoxe. Il faut que le citoyen, comme il sent dans Erasmus qu'il est vraiment un citoyen européen, il faut que cette culture européenne se développe ici et qu'il n'y ait pas le paradoxe du vote électoral. Monsieur Védrine, vous avez acquis quelqu'un. Finalement, Staline et Truman étaient les pères fondateurs de l'Europe. Je pense que la réponse vous revient. J'interviens en tant que spécialiste de Truman et de Staline. Ce que je voulais dire, c'est que ça serait honnête, quand on parle de la construction européenne, de rappeler qu'après la guerre, quand Roosevelt avait décidé de ramener aux États-Unis toutes les forces américaines, ce qu'il a fait, c'est la menace de Staline, crédible, menace réelle sur l'Europe de l'Ouest, encore plus crédible quand il y a eu la guerre de Corée, qui a conduit les Américains à un engagement sans précédent dans leur histoire, qui est le traité de Washington, qui ne s'était jamais engagé dans une alliance permanente avant. Ils ont dû vaincre l'isolationnisme du Congrès. Les États-Unis étaient isolationnistes par rapport à l'Europe, pas par rapport à l'Amérique et par rapport à l'Asie. Mais en fait, c'était un changement absolument fondamental. Donc, ce n'est pas la discussion entre Staline et Truman, ni à Yalta où il n'y a eu aucun partage, ni après. C'est la réponse américaine d'une extraordinaire intelligence. C'est le meilleur moment, à mon avis, de la politique étrangère américaine depuis que les États-Unis existent. Donc, c'est leur réponse qui a créé la matrice de l'Europe. En ce sens, c'est eux qui ont fait la paix. Ce n'est pas l'Europe. L'Europe, c'était le champ de bataille. Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix. L'Europe est la fille de la paix, en fait. Donc, ils ont fait la paix. À ce moment-là, il a fallu plusieurs années, et les fondateurs européens, qui sont très remarquables aussi, ils viennent après, dans un second temps. C'est ça que je voulais dire. Une clarification historique. Bon, mais la question, en fait, portée sur l'actualité, c'est-à-dire la Russie. C'est évident qu'il y a, sur le plan économique, sur le plan énergétique, tout le monde le sait, un très grand intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de relations économiques avec la Russie. Personne n'est contre, bien sûr. Personne n'est contre. Ça dépend des conditions, ça dépend de la sécurité juridique en Russie, ça dépend de la capacité des Russes, au-delà des réserves du sous-sol, à développer petit à petit une véritable économie, ceux qui ont beaucoup de mal à faire. Ça dépend de mille choses qui dépendent plutôt des Russes que les autres. De toute façon, ça ne s'oppose à aucune des autres orientations. C'est complémentaire. Les rapports les plus intenses, mutuellement profitables, entre les grands pays européens et la Russie, c'est ce que l'Allemagne a spécialement bien compris, si je puis dire. Et les autres pays européens devraient s'en inspirer. Et dans vos réflexions politiques industrielles, je suis convaincu que ça doit entrer en ligne de compte, mais ça ne s'oppose à rien d'autre, naturellement. Ça ne s'oppose pas à la... voilà. Mais j'ai relevé ça n'a pas de rapport, mais j'ai relevé dans la question de monsieur une remarque très intéressante. Vous qui cherchiez le rêve européen tout à l'heure, il existe encore en dehors de l'Europe. Alors, ça avait été souligné. Ça, c'est intéressant. C'est une attente d'Europe
Alors c'est une Europe un peu imaginée par les autres, mais c'est quand même sympathique et intéressant. Ils rêvent d'une Europe qui serait, disons, le pôle recivilisateur de la mondialisation sauvage, en quelque sorte. Si on arrive à faire ça, très bien. Ambassadeur Lévite. Moi, je voulais juste ajouter une chose. En prolongeant la question qui vient d'être posée, je crois que pendant les premières décennies après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est créée à l'ombre des États-Unis et face à la menace soviétique. Et puis il y a eu ce miracle étonnant de l'implosion de l'Empire soviétique. Et là, l'Europe toute seule a réussi quelque chose que je considère comme absolument extraordinaire. C'est l'absorption de 100 millions d'Européens de l'Est dans l'Union européenne. Et chaque année, on a transféré l'équivalent d'un plan Marshall vers les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, les Roumains, etc. Et avec une facilité rétrospectivement déconcertante, ces pays qui avaient vécu pendant des décennies séparés de leurs frères européens sont entrés dans la famille. Et les premières années, je vous assure, ça avait quelque chose de très émouvant de se retrouver à la table à côté des Polonais, des Tchèques, etc. Et en disant, ben voilà, ça y est, on est la famille. Et même les 3 pays baltes, qui faisaient partie non pas seulement de l'Empire soviétique, mais de la Russie pendant des décennies et des décennies, étaient avec nous. Et tout ça sans qu'un coup de canon ait été tiré. Et je crois que ça, c'est un succès de l'Union européenne et pas seulement des États-Unis. On a réussi cet extraordinaire exploit d'aider tous ces pays à nous rejoindre avec une facilité qui, rétrospectivement, est impressionnante. Député Goebbels. Oui, Védrine a raison, le rêve d'Europe existe essentiellement hors de l'Europe. Ce sont les pauvres diables qui viennent se noyer devant la porte de l'Europe en essayant de traverser la Méditerranée dans des embarcations de fortune. Ça, c'est le rêve de l'Europe qui existe toujours. Et ils veulent rentrer dans cet enfer européen qui est imaginé par certains dans nos pays. Mais député Goebbels, je vous laisse à nouveau le micro parce que la deuxième question qui avait été soulevée, c'était les dirigeants de l'exécutif qui défendent leurs intérêts nationaux. Les égoïsmes nationaux, vous l'avez évoqué pendant la conférence en expliquant que pendant les discussions, les portes fermées, les discussions étaient européennes. En salle de presse, c'était des intérêts nationaux. Est-ce que ça peut être tenable ? Tout d'abord, il est normal que chaque chef d'État ou de gouvernement essaie de défendre les intérêts de son pays. Ça, c'est évident. Mais il doit y avoir un moment où on doit penser à l'intérêt collectif. Et cela, c'est perdu. Cela, on l'a vécu avec Helmut Schmidt et Giscard, Kohl, Mitterrand, encore un peu avec Chirac, mais depuis, plus rien. Et moi, je regrette profondément quand je vois ces malheureux spectacles, ces monticules, ce n'est pas des sommets, c'est des monticules où à la sortie, il y a 27 conférences de presse où chacun est gagnant et où la solidarité européenne est perdante.